Donc, on va passer à la dernière partie de la soirée, là, si on peut dire. Donc, c'est le débat d'orientation budgétaire. Je rappellerai que sous cette forme, le débat d'orientation budgétaire, enfin, tout au moins le rapport qui nous sert de base de débat, qui nous sert à tous de base de débat, c'est la deuxième année qu'on le fait comme ça, parce que c'était, je dirais, c'est la loi aussi, hein, tout simplement, n'est-ce pas, Nadia? Vous aurez remarqué qu'il y a eu d'abord une large part liée sur je dirais, qu'est-ce qui se passe autour de nous et plus largement en France ou dans le monde, et qui effectivement peut quand même avoir une certaine influence sur notre vie de tous les jours, et y compris donc nos finances. Donc il y a cette partie-là, et ensuite il y a une partie qui est parfaitement, je dirais, adaptée, je dirais, à la situation présente et future de l'année qui... Enfin, je sais pas, on n'est pas le 1er janvier, mais c'est l'année 2018 qui commence, puisqu'on va s'occuper du budget la prochaine fois que nous nous reverrons dans cette configuration. Voilà. Donc, Fabrice, tu pourrais donner quelques informations. Vous avez dû tout lire vous-même, mais bon, donne-nous quelques informations. Oui, donc vous avez pris connaissance du rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2018, donc qui vous apporte tous les éléments disponibles pour vous éclairer sur le contexte des finances locales, la situation financière de la commune et les projets d'investissement. Je souhaite donc souligner quelques points essentiels à retenir. Au niveau de la loi de finances 2018, elle stipule que les collectivités sont associées encore à l'effort de redressement des comptes publics. Cependant, il est à souligner que notre commune ne subira en 2018 pas de baisse nette de notre dotation globale de fonctionnement. Il était important pour moi de le souligner ce soir, puisqu'après avoir subi au cours des 3 dernières années une perte de nos ressources de plus de 3 millions d'euros, cette année, ce ne sera pas le cas concernant la DGF. À cela, il faut aussi ajouter plutôt une bonne nouvelle budgétaire, qui est la sortie de notre commune du constat de carence de logements sociaux qui avait occasionné ces 3 dernières années un dédoublement de nos pénalités SRU. La sortie de carence est due, entre autres, à notre politique de construction de logements sociaux avec le contrat de mixité sociale que nous avons établi précédemment. Malgré ces quelques bonnes nouvelles, nos perspectives de croissance de nos recettes restent limitées. Avec les pertes de recettes que nous avons engendrées ces dernières années, bien sûr, elles proviendront principalement de l'évolution de nos bases d'imposition qui ne seront connues que courant mars et qui devraient être un peu plus élevées que les exercices précédents. Dans la continuité d'une stratégie de modération fiscale, en recherchant l'équilibre depuis plusieurs années entre l'impôt, le cofinancement des services publics par les usagers et l'emprunt, nous avons décidé cette année de ne pas augmenter les impôts. Concernant la santé financière de notre ville pour l'exercice 2017, puisque dans ce rapport, il vous est donné une tendance du compte administratif 2017, vous avez pu constater que malgré le contexte budgétaire difficile et la poursuite de notre plan d'économie, notre épargne nette est en augmentation. Au niveau de notre dette, elle reste faible, saine, avec un taux moyen très faible de 2,20% de nos emprunts et ne présente aucun produit toxique, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres communes. Elle reste encore très en dessous de la moyenne des villes de même strate. Concernant notre masse salariale, je tenais à souligner qu'elle reste contenue avec une augmentation de 2,4% malgré nos actions pour contenir ce poste. Notre collectivité est soumise aux décisions nationales. Tous ces points, bien entendu, vous sont détaillés dans le rapport. Je profite également pour vous rappeler que les charges de personnel sont le reflet du service public offert à la population, que la commune exerce toutes ses compétences en régie et que le territoire communal est parmi les plus étendus des communes des Bouches-du-Rhône. Et pour 2018, nous sommes fixés de continuer à maîtriser ce poste de dépenses. Au niveau des orientations budgétaires en investissement, donc nous rentrons là en phase opérationnelle pour la requalification du projet de la Gavotte avec le centre Victor Hugo, l'aménagement de la base Gavotte avec le score Jean Moulin et l'aménagement de la place des Tabords, la requalification des projets des Cadeneaux, l'élargissement du chemin de vélo, des travaux dans les groupes scolaires ainsi que sur nos équipements sportifs, comme cela aussi vous est détaillé dans le rapport. Pour conclure,
Dans un contexte financier où le manque de visibilité demeure, nous avons choisi de poursuivre le développement de notre territoire en portant des projets ambitieux et responsables. Je vous remercie. Bon. La parole est à qui? Avez-vous des questions, commentaires? Oui. Merci Monsieur Vega pour ce point. Le point important effectivement qu'il faut quand même relater et qui est positif car peu de communes pratiquent dans ce sens et de moins en moins de communes le font, c'est effectivement la situation par exemple des cantines scolaires, puisque vous parlez des certains services qui sont toujours en régie. Il faut le reconnaître, les cantines scolaires, le fait que tout soit produit et fabriqué sur place est un gros plus contrairement à d'autres communes. Donc il faut savoir reconnaître les choses quand elles sont positives. Sur un autre point, je ne l'avais pas noté, mais vous revenez encore, Monsieur Vega, sur la dette faible et sur le fait que la ville ne compte aucun produit toxique. Je rappellerai que, fort heureusement, que nous n'avons aucune dette, puisque je rappellerai que depuis 2001 jusqu'à 2014, je pose encore aujourd'hui la question de savoir quels sont les gros investissements financiers que la ville des Pennes-Mirabeau a produits. Tous les gros projets qui se sont mis en place sur la ville des Pennes-Mirabeau ont été financés à la quasi-majorité par le conseil départemental. Donc ça fait plusieurs fois que je pose la question. Depuis 2001, quels sont les grands projets qui ont été financés par la ville des Pennes-Mirabeau et où est parti l'argent depuis 2001 de la ville des Pennes-Mirabeau? Donc fort heureusement que la dette reste faible depuis ces années-là. Un autre point qui a été marquant concerne un point que nous évoquons maintenant depuis de nombreuses années, l'absentéisme au sein de la mairie des Pennes-Mirabeau. L'absentéisme a augmenté de environ 8% au niveau national dans les collectivités territoriales. Sur la ville des Pennes-Mirabeau, l'absentéisme a augmenté de 14%. C'est-à-dire plus du double par rapport à la moyenne. Ce qui est quand même significatif sur votre capacité à pouvoir enrayer la situation que vous avez même créée ces dernières années, c'est-à-dire mettre en place un système, comme on l'a évoqué plusieurs fois, de chez Fayon, dans plusieurs, et malheureusement dans quasiment tous les services de la ville des Pennes-Mirabeau, qui font que malheureusement on n'arrive plus à mobiliser la majorité de nos agents municipaux. Parce que certains se permettent encore de pouvoir faire ou dire certaines choses parce qu'ils croient malheureusement avoir été mis en place ici pour des compétences alors qu'ils ont été mis en place pour des connivences. Donc bravo pour certains domaines, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a des sujets sur lesquels il va falloir vraiment que nous travaillions dans les années à venir, l'absentéisme ou encore effectivement les investissements de la ville et comprendre ce qui s'est passé de 2001 à 2014. Il y a un trou dans la raquette qui est encore inexpliqué. Dans votre rapport d'orientation budgétaire, vous vous plaignez de l'application de votre programme, un comble. Vous nous expliquez que la dotation globale de fonctionnement va encore baisser, pas de baisse nette, mais elle va baisser. Je vous rappelle que vous êtes tous pour cette baisse, d'ailleurs vous avez tous milité pour la baisse, LR compris avec zèle pour son application. La métropole, que vous défendez tous, LR compris, ne nous reversera plus la taxe d'aménagement. Les Pénois continueront de la payer, mais leur argent sera pour Marseille. Une perte d'environ 700 000 € pour la commune. Les causes de l'augmentation des charges de personnel sont, d'après vous, à cause des heures supplémentaires dues aux élections, à l'augmentation du versement du transport ou encore, et là je dois dire que vous n'avez pas honte d'écrire ça, à la revalorisation du SMIC. Non, l'augmentation des charges en personnel est due à certaines embauches ou créations de postes, comme cet attaché hors classe qui coûtera plus de 80 000 € à l'année, ou ce technicien qui a vu ses 1 an d'ancienneté dans notre collectivité se transformer en 26 ans et qui nous coûte plus de 40 000 € à l'année. Dans ces conditions où vous dilapidez l'argent des Pénois pour pallier à l'application de votre propre programme que par ailleurs vous dénoncez, vous allez augmenter les impôts, notamment par l'augmentation des bases d'imposition, car vous ne baisserez pas les taux, et par la vente du patrimoine des Pénois en continuant à céder les biens et les terrains communaux. Autrement dit, vous allez vendre les bijoux de famille pour pallier à votre mauvaise gestion. Juste un mot, et puis M. Lamy a demandé la parole aussi. Pour ce qui concerne l'absentéisme, juste une remarque. Tout à l'heure, j'ai parlé de la pyramide des âges en champignons. C'était dans le rapport égalité homme-femme, mais enfin, c'est vrai pour les deux. Donc, on a un personnel qui vieillit. Donc, on a un certain nombre de pathologies graves
certainement, mais aussi de pathologies inhérentes à, selon certains métiers, il faut dire comme ça, aux personnes. Et donc, la lutte contre l'absentéisme se trouve compliquée par ce fait, tout simplement. Je voulais préciser aussi, alors je crois que c'est M. Fuzon qui a dit ça, que nous sommes à effectif constant. On n'a pas augmenté l'effectif, on a procédé à certaines adaptations et organisations, et ça, ce qui est la vie de tous les jours, si on peut dire, mais on est à effectif constant. Et donc la masse salariale en 2018 va se trouver diminuée, parce que si tout à l'heure j'ai voté pour la création pas la création de poste justement, mais l'embauche de contractuels pour une vacance de poste, par ailleurs, on a aussi des salaires importants qui ne sont plus aujourd'hui versés, enfin presque, oui. Je n'ai pas choisi de rembaucher à son départ un cabinet comme il était. Bon, et j'ai aussi choisi de ne pas remplacer le DGS qui est parti. Donc, c'est quand même, je l'ai dit, c'était parmi les plus gros, enfin, parmi les plus gros salaires de la ville. Je préfère effectivement combler les postes techniques dont nous avons besoin et qui, par des jeunes, justement, la plupart. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était. Après, je laisse la parole à Michel. Ça, c'était des remarques sur ce que vous avez dit. Oui, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Il est normal que l'opposition s'oppose dans ce type de débat. Je voulais juste rectifier 2 inexactitudes, pour ne pas dire 2 mensonges. Enfin, en tout cas, c'est 2 faits qui sont inexacts. Concernant la revalorisation des bases, ce n'est pas nous qui fixons la revalorisation des bases. Alors, admettons, M. Sanchez, que ce ne soit pas un mensonge, c'est une profonde ignorance des mécanismes financiers, mais ce n'est pas la première fois que cela se produit dans vos interventions. Concernant 2001-2014, les investissements, alors là aussi c'est une inexactitude. Le dernier contrat que j'ai négocié au Conseil général, c'était à l'époque encore le Conseil général, était à hauteur de 50%. Ça, c'est facile à vérifier. C'est facile à vérifier. Quant aux investissements croisés qui peuvent venir du Conseil général, mais aussi d'autres institutions, la métropole n'existait pas, mais c'était le Pays d'Aix, il est facile de vérifier que dans bien d'autres communes des Bouches-du-Rhône, toutes tendances politiques confondues, alors je ne dis pas toutes, j'essaie d'être juste dans mes interventions, les investissements ont été largement accompagnés, abondés par les collectivités. Moi, j'ai été élu au Conseil général en 98. J'en ai démissionné en 2014 pour les raisons que vous savez, puisque j'ai été élu sénateur. Il y a toujours eu un plan important de financement des collectivités territoriales, ce dont je me réjouis, et je me réjouis encore plus. La majorité a changé, comme vous savez, puisque aujourd'hui, c'est Martine Vassal qui est présidente du Conseil, que l'on appelle désormais départementale, et qui abonde toujours pour les communes des Bouches-du-Rhône, les petites, les moyennes, les grandes, voire les très grandes, puisqu'elle a bien aidé Marseille récemment, ce dont je me réjouis, pour un montant global. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 153 millions d'euros. Mais je ne suis pas sûr. Enfin, on est autour de 150 millions d'euros. Donc, que vous attaquiez le budget et ce qui peut se produire, je trouve ça normal, mais trouvez d'autres arguments. Toutes les mairies, tous les maires, et je l'ai été pendant de nombreuses années, sont toujours allés chercher des subventions auprès des collectivités. Alors, ça m'était peut-être plus facile sur le plan relationnel en tant que conseiller général puis vice-président du conseil général de la majorité de l'époque. Mais quand je vois les engagements qu'a pu prendre Martine Vassal aujourd'hui pour la commune des Pennes-Mirabeau, et pourtant nous ne sommes pas du même bord politique, bien, je me réjouis de cette continuité de politique d'aide aux communes, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. Et il ne serait pas très difficile de montrer que les Pennes-Mirabeau, les demandes que je faisais, j'ai toujours essayé de faire des demandes raisonnables. Des demandes raisonnables et pour des équipements raisonnables. La mairie où nous sommes ce soir en est une illustration. Je veux dire, on ne s'est pas construit un palais, on a simplement construit une mairie fonctionnelle, centrale,
avec du stationnement, là où la mairie de l'époque était purement impraticable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce sont de simples chiffres. Dernier contrat départemental, 50%. Après, je ne commenterai pas les autres chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. L'épargne nette en progression de 17%, tout le monde ne peut pas en dire autant. Concernant la dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF, ben oui, force d'admettre que nous avons perdu, si je ne me trompe, 3 millions d'euros depuis un certain nombre d'années, et que pour l'année 2018, oui, le gouvernement Macron, qu'en effet je défends, donc je suis... Mais oui, mais j'en ai une certaine fierté, parce que ce gouvernement est en train d'entreprendre des réformes que les gouvernements précédents, qu'ils soient de gauche, et je suis de gauche, ou qu'ils soient de droite, n'ont pas eu le courage d'entreprendre. Ça vaut pour la loi travail, ça vaut pour un certain nombre de réformes en cours. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Vous en pensez ce que vous voulez. Non, mais je trouve ça très bien que vous assumiez. Vous n'avez pas à me parler. Hein. Je ne suis plus le maire. Je suis intervenu comme simple conseiller municipal et je n'ai pas à vous donner ou à ne pas vous donner la parole. Ayez la courtoisie de vous adresser à Madame le maire. Oui. Non, c'est bien, au moins vous avez l'honnêteté et vous assumez vos positions, c'est très bien. Bonjour. C'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai. Bon, allez, encore une autre question. Non, ce ne sera pas une question, parce que c'était un débat, donc du coup, on débat sur les idées. Pour répondre dans l'ordre, Madame le maire, vous parliez justement pour justifier de l'augmentation du taux d'absentéisme de la ville, que la ville des Pennes-Mirabeau souffrait entre guillemets d'un vieillissement de ses employés. Juste le vieillissement de la population, elle se fait au niveau global et national. Donc l'argument que vous évoquez là, il est valable au niveau en moyenne pour l'ensemble des collectivités de la France, puisque c'est la France et le pays qui aujourd'hui pâtit d'un vieillissement de sa population. Donc prenant le même problème chez tout le monde, il faut constater que quand l'absentéisme augmente de 8% au niveau national dans les collectivités, il augmente de 14% ici sur la ville des Pennes-Mirabeau, soit le double. Pour répondre à Monsieur Fuzon, parce que c'est vrai que c'est pas une attaque, parce qu'effectivement il faut entendre les avis de chacun, mais il faut entendre les avis de chacun quand ils sont vrais. J'aimerais demander à Monsieur Fuzon quand est-ce qu'il a entendu que nous avions soutenu la métropole, car jusqu'à présent, et sauf erreur du contraire, dans tous les articles que vous pourrez trouver, que vous pourrez chercher, nous avons toujours soutenu depuis le départ le pôle métropolitain. Mais à l'époque, vous étiez plus concentré sur d'autres communes qu'ici, donc c'est peut-être pour ça que vous ne l'aviez pas entendu. Mais si vous retrouvez un seul article, un seul verbatim disant Monsieur Romain Amaro, conseiller municipal des Pennes-Mirabeau et pour la métropole, j'en suis tout à fait preneur. Mais en tout cas, nous étions comme pratiquement ici, tout le monde autour de la table, contre la métropole et pour certains, pour le pôle métropolitain. Enfin, pour répondre à Monsieur Amiel, effectivement, sans doute que le dernier investissement signé était à hauteur de 50%, on le vérifiera. Après, juste la réponse que l'on n'a pas encore, et le pénois que vous avez fait en l'honneur de votre départ n'apporte pas de réponse à cette question-là. C'est quels sont les gros investissements municipaux en termes de projets, en termes de vision qui ont été faits sur la ville des Pennes-Mirabeau, puisque dans le pénois, quand on prend le pénois 2001-2016, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017, l'ensemble des photos, des projets, de tout ce qui est mis en avant date de 2015 à minima. Voilà, donc ça correspond un petit peu à malheureusement ce que nous relatons. Vous pouvez dire non, mais je vous laisse regarder le pénois dès ce soir. Puisque, comme le dit si bien M. Amaro, ce n'est pas... On a oublié Jean Giono, là, je vois. Je reprends la parole. Non, mais justement, si vous permettez, j'irai dans les archives de la commune des années où j'ai eu l'honneur de diriger cette commune, et je ne manquerai pas, lors d'un prochain conseil municipal, de vous faire la liste des investissements, que ce soit effectivement Jean Giono, l'école de musique, le centre aéré, l'extension d'une crèche et un certain nombre de constructions. Il ne faut pas oublier les bassins de rétention. Non, mais bien entendu. Mais ça, on mettra en face les chiffres, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas. Je n'ai plus rien à défendre. Je ne suis pas dans une phase de souhait de réélection, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus laisser dire des inexactitudes. Vous voyez, j'emploie des termes très choisis, je ne dis pas des mensonges, je dis des inexactitudes. Nous avons toujours largement investi sur la commune et je suis très heureux de participer au sein de ce conseil municipal au fait que cela continue.
Oui, mais... Oui. Oui, je voulais juste vous répondre parce que moi, par rapport aux bases, c'est simple, c'est comme le port salut, hein, c'est écrit dessus. Quant aux perspectives de croissance de nos recettes, elles demeurent limitées, elles proviendront principalement de l'évolution prévisionnelle de nos bases d'imposition. Oui. Voilà, mais c'est ça. Vous savez pas ce que c'est les bases? Ah, si. Alors c'est quoi les bases? Vous n'avez pas demandé la parole. C'est exact. Madame le maire, vous me permettez d'interroger dans le cadre d'un grand oral M. Fuzon pour lui demander s'il sait ce que sont les bases. On a un fiscaliste ici éminent qui pourra juger de la réponse. Enfin, c'est quoi les bases? Vous n'allez pas me faire le coup du quiz. C'est bon. Mais je vous fais pas le coup. Mais si vous faites le coup du quiz, vous dites des âneries, M. Fuzon. Moi, ce que je sais, c'est peux pas vous que pendant que vous étiez maire, les impôts ont fortement augmenté. Non, mais ça insulte le conseil municipal. Les bases... Vous jouez au quiz. Est-ce que Madame le maire, pardon, est-ce que vous permettez que Monsieur Didier Long, qui est quand même un éminent spécialiste de ces choses, nous explique ce que sont les bases? Voilà, comme ça, il apprendra au moins à Monsieur Fuzon certaines vérités. Merci. Alors, les bases pour les impôts locaux sont constituées par toutes les constructions sur une commune. Donc, les constructions qui augmentent, toutes les maisons qui se construisent, tous les bâtiments augmentent aussi bien la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et chaque année, l'État décide d'actualiser en augmentant les valeurs de ces constructions, ce qu'on appelle l'actualisation des bases. Donc, ça augmente naturellement par cette actualisation et par le nombre de constructions qui augmentent chaque année sur notre territoire. Donc, on n'a pas besoin d'augmenter les taux des impôts. Ils rapportent un petit peu plus chaque année. Oui, voilà. Mais alors si on prend l'exemple des mairies Front National, on baisse les taux. Voilà, comme ça les impôts n'augmentent pas. C'est la différence, c'est une simple différence. Nous ne les augmentons pas depuis plusieurs années. Les bases augmentent, et vous ne touchez pas au taux et les impôts augmentent mécaniquement. Chaque année, nous n'augmentons pas les impôts et je trouve qu'on peut s'en féliciter puisque les communes à peu près de notre niveau ne tiennent pas cette politique-là. Ah, si les communes Front National, c'est ce qu'elles font. Les bases augmentent et les taux baissent. Avec la qualité de vie que nous avons sur la commune, avec les services publics que nous offrons, moi je me dis que d'ailleurs, vu le nombre de personnes qui souhaitent venir vivre sur les Pennes Mirabeau, on peut se féliciter de notre politique qui a été menée à travers les différents mandats que la majorité ici occupe. Et donc, juste pour répondre à monsieur Amaro. Je crois qu'on a fini quand même. On croit qu'on a fini. Juste parce que, en fait, monsieur Amaro essaie de nous faire oublier son étiquette des Républicains, essaie de nous faire oublier qu'il a fait campagne pour Fillon, pour Christian Kert, qui était pour la métropole. À un moment donné, quand on a un élu local et qu'on aime sa ville et qu'on ne veut pas la voir mourir, on ne peut pas être dans des mouvements comme ceux-là, on ne peut pas prendre des positions comme celle-ci. Bon, écoutez, vous continuerez à discuter dans le couloir de ce sujet très intéressant. Voilà. Oui, Michel non. Mais l'avantage, c'est que vous avez en face de vous un élu qui ne se défausse pas. Je suis républicain, je le serai parce que ça fait partie de mes convictions politiques. Vous n'assumez pas d'être de l'extrême droite, j'assume d'être des républicains. Monsieur Kert n'a jamais été pour la métropole, je n'ai jamais été pour la métropole, et je ne suis pas... Je ne suis Enfin, c'est dommage de ne pas respecter juste le temps de parole et les échanges et les débats. Je suis républicain, je n'ai jamais été pour la métropole, j'ai toujours été pour le pôle métropolitain parce que c'est ce que voulait la population. La population ne voulait pas rentrer dans la métropole. Mais oui, vous avez raison de répéter que je suis républicain, je n'ai pas honte à le dire, et bien au contraire. Juste, ce qu'on voudrait, c'est que quand vous débattez sur quelque chose, que vous exprimez des points de vue, faites-le, mais avec des choses qui soient justes. Pas des mensonges ou des informations que vous ne maîtrisez pas. Monsieur Long vient encore de le prouver une énième fois, comme à chaque conseil municipal, comme les gens peuvent le voir à chaque visionnage de conseil municipal. Malheureusement, vous ne maîtrisez pas les sujets sur lesquels vous travaillez. Donc, on vous laisse travailler encore pendant quelques années, et puis quand vous les maîtriserez, à ce moment-là, on partagera et on échangera bien plus facilement. Bon, je pense que... Allez, peut-être un dernier mot sur la métropole. Je ne suis pas là pour arbitrer les querelles entre M. Amaro et M. Fuzon. Oui, nous ne sommes pas là même pour les entendre. Mais force est d'admettre que ce que vient de dire M. Amaro est exact. J'ai rectifié une inexactitude de sa part. Là, je rectifie une de votre part, M. Fuzon. Effectivement, les républicains pénois, enfin du moins leurs représentants au conseil municipal, ont toujours combattu
à mes côtés la métropole. Puis permettez-moi de vous dire quand même que j'ai une certaine antériorité parce que certains d'entre vous étaient peut-être encore en culotte courte. Moi, en 99, je bagarrais contre la loi Chevènement. Et en tout cas, pour en subir le moins possible d'effets. Victor Mélan m'avait confié ce dossier et nous étions parvenus à l'époque à rentrer, pour ceux qui s'en souviennent, en communauté de Pays d'Aix et sortir de communauté urbaine de Marseille. Chose d'ailleurs que Jean-Claude Gaudin ne nous a jamais pardonné, même si par ailleurs nos relations personnelles sont excellentes, ça il n'a jamais pardonné. C'est bon quand même de se rappeler de temps en temps de certaines choses. Alors si j'ai demandé, pardonnez-moi de reprendre la parole, c'est pour quand même vous donner une petite information, qui n'est quand même pas que des arguments de s'invectiver. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, jeudi très exactement, chez la ministre Jacqueline Gouraud, pour parler avec Maryse Joassain des questions métropolitaines. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, force est d'admettre qu'on a une métropole, ex-Marseille, qui a été faite dans de mauvaises conditions, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et quel que soit été le vote des uns et des autres. Oui, alors c'est vrai, dans l'immense majorité des cas, M. Amaro, je suis bien obligé de reconnaître la vérité. Les Républicains ont voté aux côtés de M. Gaudin la métropole. C'est une réalité. Je le regrette, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il ne faut pas s'imaginer qu'on va complètement défaire cette loi. Ce n'est pas possible. Il y a peut-être des aménagements qui peuvent se faire à la marge. Parce que, comme j'étais en train de commencer à le dire, la métropole aujourd'hui, c'est quelque chose qui est parti sur de mauvaises bases, qui a de gros problèmes financiers dus au déficit cumulé de la ville de Marseille et de l'ex-communauté urbaine de Marseille, puisque en dette cumulée, on aboutit à 3 milliards. Je ne vous parle même pas de l'hôpital, dont modestement je me suis un peu occupé la semaine dernière, puisque j'étais chez le ministre de la Santé avec d'autres parlementaires, dont M. Ravier d'ailleurs. La plupart étaient là. Aujourd'hui, on est dans une situation dans le département qui est critique, parce que Marseille est une ville pauvre. C'est une réalité. Marseille est une ville pauvre qui ne dégage pas de richesses, si bien que, au contraire de Lyon, qui lorsqu'a été constituée la métropole qu'avaient voulu à l'époque Gérard Collomb et Michel Mercier, Lyon a tiré les autres communes vers le haut. Malheureusement, Marseille, c'est l'inverse qui se produit. Donc aujourd'hui, la métropole, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle existe. Et il va bien falloir faire avancer les choses, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les communes, vous avez critiqué les conventions de gestion. Mais heureusement que Mme Slissa les a signées, parce que ferions-nous aujourd'hui s'il n'y avait pas ces conventions de gestion qui permettent de continuer d'avancer sur des dossiers importants? J'en prends un qui vous est cher, Monsieur Fuzon, c'est l'assainissement de Plan des Peines. Et ça me fait doucement rigoler que vous ayez voté contre. Vous avez voté contre, je suis désolé, mais on le retrouvera. Que vous ayez voté... Non, s'il vous plaît. Oui, la dernière fois, le coup d'avant, vous aviez voté contre. Bon, peu importe, vous n'avez pas soutenu l'investissement au Plan des Peines, ce qui est politiquement nul. Bon, peu importe. Voilà, je vais quand même terminer ma phrase. Donc voilà, les questions de métropole aujourd'hui sont des questions qui sont toujours aussi prégnantes. Il faudra bien faire avancer les choses d'une façon comme d'une autre. Donc, à la demande de Maryse Joassain, Jacqueline Gouraud nous reçoit. Elle a demandé, en tant que sénateur des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire élu des élus, de l'accompagner dans cette démarche. C'est un dossier que je connais, je ne dis pas par cœur, mais que je connais bien. J'ai voté contre la loi NOTRe, puisqu'à l'époque, j'étais déjà parlementaire. Bon, elle est quand même passée parce que les élus républicains majoritaires ont voulu qu'elle passe. Mais c'est vrai que pour rectifier une inexactitude et être parfaitement juste dans mes propos, et j'en attends pas moins de vous, les républicains, à l'époque, se sont opposés au Pen Mirabeau à la métropole marseillaise. Tout ceci étant dit, je pense que je rappelle seulement qu'on ne vote pas le rapport d'orientation budgétaire puisqu'il s'agit d'un débat. Je remercie en particulier la directrice des finances. Non, c'est fini. Une question sur le budget. Quoi? Non, c'est les questions, il faut qu'on s'arrête quand même. Hein.
Non, c'est une question sur le budget, justement, parce que ça a été on demandé par la ville et les propos de M. Amiel sur le sujet, c'est mais à culpa de ma part, j'avais complètement oublié de vous poser la question, parce qu'on nous l'a demandé. Les travaux du plan des peines, justement, se sont arrêtés depuis maintenant quasiment 3 mois. On avait envoyé un message à M. Laviron, on n'a pas eu de retour. Savoir où ça en est, puisqu'ils sont en statu quo depuis 3 mois. La population nous demande sur le secteur. Oui. Désolé de poser la question en retard. Gérard, Enfin, il n'y a pas de retard, parce qu'après, c'est un débat, et puis un débat, il dure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Gérard. questions. Oui, je vais te répondre. Je vous rappelle que les travaux qui ont eu lieu sur la 368 pour poser les canalisations sont des travaux qui ont été faits en anticipation, parce qu'aujourd'hui, on est toujours en phase d'avant-projet sur l'ensemble du projet d'assainissement du plan des peines. Et pourquoi on a posé ces canalisations en anticipation? C'est parce que à partir de cette année, et probablement à partir du deuxième semestre, aussi bien le département que l'ex-CPA, c'est-à-dire maintenant la métropole, va procéder à la réfection de la 368 en entrée de ville, c'est-à-dire en refaisant à la fois le revêtement des trottoirs, de l'éclairage public. Donc c'est pour ça qu'on a posé ces canalisations en anticipation, de façon à, lorsque vraiment on sera au moment de poser les canalisations définitives sur l'ensemble du tracé, que cette partie soit faite et qu'on ne soit pas obligé de revenir et de rouvrir des équipements qui auront été tout neufs. Donc voilà. La fin des travaux, pour le moment, on est toujours dans les temps. La fin des travaux, ça sera 2020 comme on avait prévu, quoi. 2020, 2021. Voilà. Je rappelle que nous n'avons pas procédé à un vote, puisqu'il s'agissait uniquement d'un débat. Donc je vous souhaite une bonne soirée.